Il est 2 heures du matin, le téléphone ne sonne pas, il hurle. Mes parents, en panique totale. Catherine, ton frère est aux urgences. Il est à Courchevel. Envoie 20 000 € tout de suite. Sinon, il va souffrir le martyre toute la nuit. Ma voix est sortie. Calme, glaciale. Non, j'ai raccroché, j'ai éteint mon portable et je me suis rendormie. Pour la première fois en 32 ans, la seule voix dans ma tête était la mienne. Pas l'écho de la déception de ma mère, pas le fantôme du jugement silencieux de mon père. Aussi loin que je m'en souvienne, ma famille m'a toujours traitée comme leur distributeur automatique personnel. Je m'appelle Catherine Mercier, je suis ingénieure géotechnique à Lyon, et on m'a élevée avec une seule mission, être le filet de sécurité de mes cadets. D'un côté, Christophe, 25 ans, l'enfant roi, celui qui ne peut rien faire de mal. De l'autre, Manon, 22 ans, la princesse Instagram qui croit que l'univers lui doit une vie de carte postale. Mon père, Michel, capitaine de pompiers à la retraite, le complice silencieux. Ma mère, Geneviève, la manipulatrice en chef, une femme capable de transformer un simple soupir en arme de destruction massive. Tu es l'aînée, Catherine. C'est ton devoir de veiller sur eux. C'était le mantra de mon enfance. Et j'y ai cru. J'ai payé la première voiture de Christophe. J'ai financé le road trip de création de contenu de Manon en Italie. J'ai épongé leurs découverts bancaires plus de fois que je ne peux le compter. J'ai toujours cédé, parce que c'est ce que font les bonnes grandes sœurs. Non, mais cette nuit-là, en écoutant leur panique fabriquée de toutes pièces, quelque chose en moi ne s'est pas brisé, ça s'est cristallisé, c'est devenu de l'acier. Mon refus n'était ni bruyant, ni colérique, il était silencieux, définitif. Ce qui a suivi n'a pas seulement détruit ma famille, ça a révélé qu'ils n'avaient jamais été une famille. C'était un syndicat du crime. Et j'étais leur unique investisseur. Cet appel de 2 heures du matin n'était pas une demande d'aide. C'était l'explosion d'un mensonge soigneusement construit qui avait duré toute ma vie. Allongé dans le noir, le silence de mon appartement lyonnais résonnait plus fort que leurs cris, le fantôme dans la machine. Cette petite voix de culpabilité conditionnée qui me chuchotait à l'oreille depuis 3 décennies avait enfin disparu. Elle avait l'habitude de me traiter d'égoïste parce que je voulais épargner pour mon propre appartement. Elle me faisait honte de prendre des vacances, alors que Manon avait besoin d'un nouvel objectif pour son appareil photo. Elle me traitait de mauvaise fille quand je demandais pourquoi Christophe ne gardait jamais un boulot plus de 6 mois. Mais cette nuit, le fantôme était muet. Tout ce que je ressentais, c'était un calme profond, glacial, le genre de silence qui règne après la tempête. Quand le ciel se nettoyait, vide. Je savais que le matin apporterait le chaos, je savais qu'il y aurait des représailles. Mais pour la première fois, je n'avais pas peur des retombées, j'étais prête. Parce que quand vous avez déjà perdu tout ce qui compte, la seule chose qu'il vous reste à gagner, c'est vous-même. J'ai commencé à tenir un fichier Excel il y a environ 5 ans, pas pour mon budget, mais pour tracer l'argent qui sortait de mon compte vers le leur. Le chiffre était vertigineux. 250 000 €, un quart de million, envolés, des frais de scolarité pour des facs jamais terminés, des apports pour des voitures finalement saisies par les huissiers, des renflouements pour des business ventures ratés, ce que Christophe appelait des start-up, le financement des voyages d'influenceuses de Manon qui ne rapportaient rien d'autre que des postes sponsorisés minables et des dettes de carte bleue. Ce tableau Excel, c'était la première fois que je voyais les barreaux de ma prison. Ce n'était pas de l'amour ou du devoir familial, c'était ce que ma mentor, Jeanne, appelait le brouillard peur, obligation, culpabilité, la peur d'être exclue, d'être étiquetée la sœur égoïste. L'obligation ancrée en moi depuis la naissance, ma réussite n'était pas la mienne. C'était une ressource familiale. La culpabilité, c'était l'arme qu'il dégainait dès que j'hésitais. Ma mère pouvait me faire sentir comme un monstre simplement parce que j'avais acheté un nouveau canapé au lieu de payer le setup gaming à 5 000 € de Christophe. C'était un système de contrôle parfait. Jeanne, l'associée principale de mon cabinet, l'avait vu venir à des kilomètres. On déjeunait un midi quand mon téléphone a vibré. Une demande Lydia de Manon, 900 €. Motif, soins visage urgence. J'ai commencé à taper mon code. Jeanne a posé sa main sur mon écran. Catherine, elle a dit, douce mais ferme. Ils ne demandent plus, ils se servent.
Tu leur as appris que ton puits était sans fond. Elle avait raison. Les demandes étaient devenues des exigences. Le catalyseur final a commencé 2 semaines avant l'appel de 2 heures du matin. Christophe a annoncé dans le groupe WhatsApp familial que lui et son pote riche, Raphaël, partaient à Courchevel pour un week-end santé mentale. Il avait besoin de se ressourcer. Avant même que je puisse réagir, Manon a ajouté qu'elle venait aussi pour le networking. Ma mère m'a immédiatement envoyé un texto privé. Ton frère et ta sœur méritent ça, ma chérie. Ils ont eu une année si difficile. Traduction, prépare ton portefeuille. J'ai ignoré le message. Quelques jours plus tard, une photo apparaît dans le chat. Eux trois, Christophe, Manon et Raphaël, posant devant un jet privé. La légende de Manon, direction Courchevel, tellement reconnaissante pour la famille qui réalise mes rêves. Une peur froide m'a envahie. Je connaissais les finances de mes parents. Ils n'avaient pas l'argent pour un jet privé, ce qui signifiait que quelqu'un creusait une ardoise qu'ils ne pourraient pas payer, et je savais exactement qui ils attendaient pour régler la note. Dès leur atterrissage, les réseaux sociaux de Manon sont devenus une performance de richesse obscène. Ce n'étaient pas des vacances, c'était une télé-réalité diffusée à ses 200 000 abonnés. Ils ont pris une suite de 3 chambres aux Érelles, un palace hors de prix. Elle a posté une vidéo panoramique marbre, cheminée, balcon sur les Alpes, légende ma maison pour quelques jours. Le soir même, table privée en boîte de nuit, entourée de bouteilles de champagne surmontées de feux de Bengale. Christophe a posté une vidéo floue de lui-même jetant des liasses de billets de 50 € en l'air pendant que Raphaël riait. Je regardais tout ça depuis mon canapé à Lyon, en mangeant des restes de pâtes et en révisant des rapports d'intégrité structurelle pour un projet de pont. Le contraste était si violent que j'ai cru recevoir un coup de poing. Le lendemain, c'était pire. Ils ont loué des Range Rover blancs assortis. Manon a fait un shooting photo complet dans une combinaison de ski Fendi qui coûtait plus cher que mes mensualités de crédit IMO. Il postait des vidéos du sommet des pistes, riant, trinquant, totalement déconnecté de la réalité. J'étais en réunion sur la mécanique des sols quand mon téléphone a vibré. Une capture d'écran de la story Instagram de Manon, envoyée par une amie de fac. Manon posée dans une boutique de luxe, tenant un bracelet Rivière de diamants. La légende était un sondage « Je craque ». Le texto de mon ami disait juste « C'est pas le bracelet que tu voulais pour tes 30 ans ». J'avais envoyé une photo de ce bracelet exact à ma mère il y a 1 an. Elle m'avait dit que c'était trop extravagant. Et voilà Manon, prête à l'acheter sur un coup de tête. Le point de rupture est arrivé ce soir-là. Manon a posté une photo parfaitement cadrée d'elle et Christophe au dîner. Il rayonnait, verre de grand cru à la main. Dans les commentaires, une de ses abonnées a écrit « Waouh, ta famille doit être si fière et te soutenir à fond. La grande sœur doit être blindée. » Le commentaire a eu des milliers de likes. La grande sœur doit être blindée. Les mots brûlaient sur mon écran. Les gens voyaient ce fantasme et pensaient que je le finançais. Ils voyaient que leurs dépenses irresponsables et les mettaient au crédit de mon travail acharné, de mes semaines de 60 heures, de mes sacrifices. Ils ne dépensaient pas seulement mon argent, ils dépensaient ma réputation. Ils jouaient aux héritiers fortunés sur mon dos. Et moi, j'étais peinte comme la bienfaitrice de ce mode de vie ridicule. J'ai fixé ce commentaire pendant 10 minutes. La colère dans ma poitrine a refroidi, durci, jusqu'à devenir une résolution inébranlable. Ils n'avaient aucune idée de ce qui arrivait. Ils pensaient que la banque était encore ouverte. Ils allaient découvrir que le guichet était fermé, définitivement. Je me suis réveillée le lendemain de l'appel de 2 heures du matin au milieu d'un incendie numérique. Manon était passée en mode nucléaire et elle avait posté une vidéo de 60 secondes, larmes aux yeux. Depuis ce qui ressemblait à une salle d'attente d'hôpital, visage bouffi, voix tremblante d'une indignation bien répétée. Mon frère Christophe est sur un lit d'hôpital. Il souffre le martyre, sanglotait-elle face caméra. Et ma propre sœur, Catherine Mercier, a refusé d'envoyer l'argent pour son traitement. Elle est ingénieure à Lyon. Elle gagne des fortunes. Et elle le laisse souffrir pour 20 000 €. Et il va me manquer des nègres cordés. Elle n'avait pas fini. Elle a tagué mon nom complet. Elle a tagué le nom de mon entreprise. Elle a mis mon email pro en légende. Dites à ma sœur sans cœur et à ses patrons ce que vous pensez d'elle.
La vidéo a atteint le million de vues avant même que je finisse mon premier café. Puis les messages sont arrivés. Ma boîte mail pro inondée. J'espère que tu vas te faire virer. Tu es la honte des femmes. Le karma va te rattraper, monstre. Mon téléphone vibrait de SMS d'inconnus, de DM remplis de haine, ma vie perso et pro, que j'avais tant travaillé à bâtir et à séparer, étaient réduites en cendres par ma propre sœur. Et pourtant, je ne ressentais rien, pas de panique, pas de peur. L'ancienne Catherine aurait été hystérique, elle aurait appelé, supplié, viré l'argent juste pour que ça s'arrête. La nouvelle Catherine était d'un calme olympien. Je me suis assise à ma table de cuisine, j'ai bu une gorgée de café et j'ai commencé à nettoyer le bordel. Méthodiquement, je n'ai pas répondu, je ne me suis pas défendue. J'ai juste commencé à supprimer. J'ai bloqué chaque numéro inconnu. J'ai créé un filtre sur mon mail pro, tous ceux qui contenaient les mots sœur, Courchevel ou monstre partaient direct à la corbeille. J'ai désactivé les commentaires sur mes réseaux, puis je suis passée en privé. Jeanne, ma patronne, m'a envoyé un texto à 9h avec le lien de la vidéo. Juste ça, appelle-moi quand tu as 1 minute. Ah, et je l'ai appelé immédiatement. Je n'ai pas cherché d'excuses. J'ai simplement dit « C'est une situation familiale que je gère. L'histoire en ligne est fausse. Cela n'affectera pas mon travail. » Elle a marqué une pause, puis a dit « Dis-moi si tu as besoin de quelque chose des RH. » Et c'est tout. Pas de jugement, juste du professionnalisme. À midi, le bruit numérique s'était calmé, du moins dans mon monde. J'avais construit une forteresse de filtres et de blocages. Ils pouvaient hurler dans le vide. Je n'avais plus à écouter. Ils avaient monté les enchères en essayant de ruiner ma carrière, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est prouver que j'avais fait le bon choix. Ils ne voulaient pas une sœur, ils voulaient un sponsor, et je venais officiellement de démissionner. L'appel qui a tout changé est arrivé à 16h ce dimanche après-midi. Un numéro inconnu, indicatif de la Savoie. J'ai failli laisser sonner, mais j'ai décroché à la 3e tonalité. Catherine Mercier, une voix d'homme, calme, professionnelle. Ici le capitaine Meunier, gendarmerie de Courchevel. Je vous appelle concernant votre frère, Christophe Mercier. J'ai mis le haut-parleur et j'ai continué à plier mon linge. Je vous écoute, dis-je, la voix égale. Il a pris une inspiration. Madame, l'histoire de l'urgence médicale n'est pas tout à fait exacte. Nous avons été appelés au casino hier soir après que monsieur Mercier a agressé un chef de salle. Au cours de notre enquête, nous avons découvert qu'il avait utilisé un faux permis de conduire et une demande de crédit falsifiée pour obtenir 80 000 € de jetons, qu'il a ensuite perdus. On s'en marie et c'est big sot. J'ai arrêté de plier. 80 000 €. Il est actuellement en garde à vue, a continué le capitaine. Il fait face à des accusations de coups et blessures, escroquerie et usage de faux. Le juge des libertés a fixé une caution à 40 000 € pour éviter la détention provisoire. En 1 seconde, la dynamique de toute ma vie s'est inversée. La hauteur morale que ma famille revendiquait, la culpabilité qu'ils utilisaient comme arme principale, tout s'est évaporé. Ce n'était plus un drame familial, c'était une affaire pénale. Ils faisaient face à un système qu'ils ne pouvaient pas manipuler avec des larmes ou des histoires tristes. Et leur carte, sortie de prison, venait d'être refusée. « Et vous m'appelez pourquoi ?»« Exactement », ai-je demandé en reprenant mon pliage. « Vous êtes listé comme contact d'urgence et ils vous réclament », a dit Meunier. Ses parents sont sur place, mais ils semblent incapables de réunir les fonds nécessaires. Je pouvais presque entendre l'euphémisme dans sa voix. J'ai posé une serviette pliée sur la pile. Alors ses parents ont un problème. Je ne suis pas sa tutrice. Et je ne suis certainement pas sa complice. Merci de diriger toute future communication vers Michel et Geneviève Mercier. J'ai raccroché avant qu'ils ne puissent répondre. 2 minutes plus tard, mon père m'appelait d'un numéro masqué. J'ai décroché. Le son était un chaos pur. Ma mère hurlait en arrière-plan. La voix de mon père était étranglée par la panique. « Catherine, ils vont l'envoyer en prison ferme. C'était un malentendu. Tu dois nous aider. » Sa voix était désespérée, dépouillée de toute son autorité habituelle. Ce n'était plus le père déçu, c'était juste un vieil homme effrayé à court d'options. « Il a commis un crime ?»« Papa ?» dis-je froidement. « Ce n'est pas un malentendu, c'est un choix. »
C'est ton frère, a glapi ma mère qui avait arraché le téléphone. Tu ne peux pas l'abandonner dans une cellule. Pendant des années, cette phrase m'aurait brisée. Mais là, elle n'avait aucun sens. Je peux, ai-je répondu. Et je vais le faire. Vous avez créé ce monstre. Vous le gérez. J'ai coupé l'appel et bloqué le numéro. Il n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Le brouillard s'était enfin levé. Mon père a fait une dernière tentative désespérée le lendemain. Il a appelé d'une cabine, la voix rauque, brisée. Il est accro au jeu. Catherine, a-t-il avoué, les mots sortant en cascade. Ça dure depuis des années, on ne voulait pas te dire. Il a tout expliqué. Les dettes secrètes, les usuriers, les 200 000 € qu'ils avaient empruntés sur leur maison pour couvrir les pertes de Christophe. Il m'avait dit que c'était pour des travaux de rénovation. Le voyage à Courchevel était censé être sa dernière chance de tout regagner au casino. Ils ne faisaient pas que le couvrir. Ils étaient co-auteurs de leur propre ruine financière. Maintenant, la banque saisissait leur maison, Christophe risquait la prison ferme, et ils étaient complètement, totalement ruinés. On a besoin de 200 000 €. Catherine, a-t-il supplié, sa voix se brisant. Une dernière fois, on te remboursera chaque centime. C'est pour l'avocat, pour la maison, pour sa cure de désintox. S'il te plaît, ne laisse pas ta mère et moi devenir SDF. Je me tenais sur mon balcon, regardant les lumières de Lyon, l'air vif et froid sur mon visage. Non, le mot était simple, absolu. Il y a eu un long silence déchiqueté à l'autre bout du fil, puis il a joué sa dernière carte, la plus méprisable. « On t'a donné l'apport pour ton appartement », a-t-il chuchoté. 40 000 €, on t'a donné ça, ça ne compte pas, même. Moi, te compte 40. Et c'est là que la dernière pièce du puzzle s'est mise en place. Vous ne m'avez rien donné, n'est-ce pas, papa, ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. Il a commencé à sangloter, des bruits laids, étouffés. On était désespérés. On a pris un crédit à la consommation. On ne pouvait pas être approuvé. Alors, j'ai imité ta signature, on payait les mensualités. Le monde s'est tu, mon apport, la fondation de mon indépendance. Ce n'était pas un cadeau, c'était une fraude, une autre dette secrète dont ils m'avaient enchaîné. Ils n'avaient pas seulement pris mes revenus futurs, ils avaient volé mon passé. C'était la trahison ultime. Adieu, papa. J'ai raccroché. L'effondrement a été rapide. Sans mon argent pour arrêter l'hémorragie, leur monde a explosé. La banque a saisi la maison familiale. La carrière d'influenceuse de Manon a implosé quand l'histoire de la fausse cagnotte laitier est devenue virale. Ses sponsors l'ont lâchée. Ses abonnés ont disparu. Christophe a accepté un plaidé coupable, 18 mois de prison ferme pour escroquerie, suivi d'une obligation de soins. J'ai déménagé dans un nouvel appartement à l'autre bout de la ville. J'ai changé de numéro. J'ai nettoyé ma vie de leur présence. Le silence qu'ils ont laissé derrière eux était le son le plus magnifique que j'ai jamais entendu. Mes épaules, tendues par 20 ans de stress, se sont enfin relâchées. J'ai acheté ma propre maison 6 mois plus tard. Cette fois, avec un apport qui était vraiment le mien. J'ai enfin compris que poser une limite n'est pas un acte de guerre, c'est un acte de survie. Ils ne me voyaient pas comme une fille. Ils me voyaient comme une ressource. Et les ressources finissent par s'épuiser. Ma liberté avait un prix de 250 000 €, mais honnêtement, j'aurais payé le double.